Bonjour à tous, je me présente Véronique Ventre, chargée de projet ERC et planification territoriale à l'ARB Occitanie. Nous allons vous présenter la synthèse des résultats d'une étude que l'ARB a réalisée en 2020 sur l'intégration de la biodiversité à l'échelle de la planification territoriale, c'est-à-dire au sein des SCOT et des PLUI en vigueur aujourd'hui sur le territoire régional. Donc tout d'abord, nous allons vous présenter le cadre et le contour en fait de l'étude, c'est-à-dire ses objectifs, la méthode qui a été réalisée, le panel d'enquête. En ce qui concerne les objectifs, donc ce travail s'est appuyé sur un stage de Master 2 qui a duré 6 mois, donc qui nous a permis un appui réel et effectif sur ce travail-là qui nous a occupé une grande partie de l'année 2020. Qui poursuivait 2 objectifs. Tout d'abord, faire un benchmark en fait du niveau de prise en compte de la biodiversité dans les documents de planification. Quand on parle de biodiversité, on parle autant de trame verte et bleue que de RC, donc ça c'était plutôt un volet état des lieux. L'objectif était également d'identifier les leviers et surtout les freins à cette prise en compte, avec un focus particulier sur l'identification des problématiques liées à l'ERC. Ça, c'était plutôt un volet évaluation. Donc, l'ARB, en fait, souhaitait pouvoir s'appuyer in fine sur ces résultats pour pouvoir proposer à terme des outils d'accompagnement adaptés aux besoins des acteurs de la planification. En termes de méthode, il faut savoir que ce travail s'est appuyé également sur un comité de suivi ad hoc qui a été constitué par des experts du sujet tels que l'OFB, l'ADREAL, la région à travers la direction de la transition écologique énergétique et la direction de l'aménagement du foncier et de l'urbanisme, les agences d'urbanisme présentes en Occitanie, les acteurs de la recherche comme le CEF-CNRS ou l'INRAE et également l'Union des professionnels du génie écologique. Donc la cible de ce travail était à la fois les SCOT et les PLUI en vigueur ou arrêtés sur le territoire en 2020. Et en fait, on s'est appuyé sur 2 axes de travail principaux qui étaient d'une part l'analyse du dire d'experts à travers des entretiens bilatéraux avec les porteurs de SCOT et de PLUI et une enquête en ligne toujours à destination de ces mêmes acteurs, et également une analyse documentaire qui s'est appuyée sur les documents constitutifs des SCOT et PLUI et également l'avis MRAE qui avait pu être émis sur ces mêmes documents. Donc pour ce travail, en fait, on a posé un cadre qui s'est appuyé sur un certain nombre d'hypothèses qui ont émané alors à la fois de nos propres idées ressenties au regard des diverses expériences que nous pouvons avoir en interne en termes d'accompagnement auprès des documents d'urbanisme, mais aussi des retours des membres du comité de suivi. Donc nous sommes partis sur 6 hypothèses de départ qui sont d'une part que les compétences naturalistes étaient peu mobilisées dans l'écriture des SCOT et des PLUI, que dans l'état initial de l'environnement, les niveaux de pression des inventaires naturalistes étaient faibles, voire inexistants. On pouvait aussi supposer que les moyens financiers alloués à la biodiversité étaient insuffisants pour répondre efficacement aux attentes sur ce sujet-là. En termes du volet justification des choix, on pouvait pressentir qu'il y avait peu de comparaison des zones au regard strictement de la biodiversité. Qu'également les porteurs de projets connaissaient mal les ressources à leur disposition toujours sur le sujet de la biodiversité, et enfin que les mesures ERC n'étaient pas clairement identifiées à l'échelle de la planification. En termes de panel d'enquête, donc nous avons eu in fine 25 territoires qui ont répondu à cette enquête, ce qui correspond à 44% du panel sollicité. Sur ces 25 territoires, il y a eu 21 SCOT et seulement 4 PLUI. Donc on peut considérer que l'ensemble des résultats qui vont vous être présentés sont plutôt représentatifs de la situation pour les SCOT en Occitanie. Nous nous sommes aussi intéressés au profil géographique de cet échantillon de 25 territoires pour vérifier qu'il pouvait être considéré comme représentatif du contexte assez diversifié d'Occitanie, et on a pu effectivement confirmer que l'ensemble des profils géographiques d'Occitanie étaient représentés dans le panel que nous avons pu exploiter.
En termes de résultats, nous avons analysé les moyens mobilisés qui ont été ceux dédiés à l'élaboration d'un SCOT ou d'un PLUI. Nous nous sommes également intéressés à la déclinaison de la train-vert bleu, au volet espèces qui a pu être traité, à la séquence ERC spécifiquement, et plus globalement aux leviers et difficultés qui ont pu être mobilisés ou rencontrés par les porteurs de documents d'urbanisme sur justement cette prise en compte de la biodiversité. En ce qui concerne les moyens humains, nous avons analysé ce volet sur 3 points qui étaient les compétences mobilisées en interne, au sein même donc des structures porteuses de SCOT ou de PLUI, les compétences mobilisées auprès des bureaux d'études qui ont été missionnés pour l'élaboration de ces documents, et enfin les compétences mobilisées auprès des experts locaux. En synthèse, le premier point, donc pour ce qui concerne les compétences mobilisées en interne, les résultats ont révélé en fait une méconnaissance du sujet par les services porteurs de l'élaboration d'un SCOT ou d'un PLUI et un manque de compétences disponibles en interne, notamment en ce qui concerne le poste de géomaticien ou de cartographe. On peut d'ailleurs noter que moins de la moitié des territoires qui ont répondu disposent de ce type de poste spécifiquement. Le second point démontre des compétences mobilisées en sous-traitance qui sont plus des profils d'écologues généralistes que des profils de type naturaliste. Et le dernier point a mis en exergue une méconnaissance des acteurs de la biodiversité, puisque seuls 50% des acteurs qui ont été cités comme des acteurs de la biodiversité mobilisés lors de l'élaboration sont réellement des experts du sujet. Et on observe également sur ce dernier point une perte d'appropriation du sujet par les décideurs, puisqu'on observe que les experts naturalistes sont plutôt mobilisés pour le volet diagnostic, mais ils ne le sont plus lorsqu'on entre dans les débats de projets mobilisant les élus, notamment le PADD ou la discussion sur le DO. Au niveau des moyens techniques cette fois, en termes de support, on observe que le guide méthodologique est l'outil le plus utilisé. Il reste évidemment intéressant, surtout pour des territoires moins avisés sur les démarches à suivre pour élaborer un document d'urbanisme intégrant correctement la biodiversité. Cependant, un certain nombre de territoires déplorent que ces documents ne permettent pas d'avoir une approche tenant compte des spécificités territoriales. Et donc pour eux, cet outil ne permet pas un appui personnalisé des territoires, appui personnalisé qui est vraiment souhaité par une majorité de territoires. On le verra un petit peu plus loin. On constate également que les documents cadres de type par exemple SRCE sont peu exploités comme des outils support de travail. Donc on a très peu de territoires qui ont exploité les documents du SRCE sous cet angle-là. Au niveau cette fois des outils cartographiques et plus spécifiquement de la cartographie d'occupation du sol, une majorité des territoires utilisent les cartographies existantes de type Corine Logcover ou OCSGE, même si le niveau de précision de l'échelle et le nombre de postes ne répondent pas nécessairement aux besoins d'une cartographie fine pour la trame verte et bleue. Et enfin, concernant les données, on peut constater, comme on pouvait s'y attendre, que peu de bases de données naturalistes sont disponibles en interne. On a 83% des répondants qui n'ont pas ce type de base de données disponible au sein de leur structure. Mais on observe par contre que 48% des répondants n'ont pas mobilisé les données du SINP Occitanie et que même 39% ne savent pas si ces données ont été mobilisées. On peut donc synthétiser que les outils disponibles sont finalement pas optimisés, mais également que les données naturalistes sont finalement peu exploitées pour ce type d'exercice d'élaboration. En termes de moyens financiers cette fois, pour réaliser l'ensemble des documents de SCOT et de PLUI, les territoires qui ont été interrogés ont mobilisé un budget hors taxe variant de 140 000 à 647 000 euros. Donc on observe que l'écart type est vraiment important. Mais ce budget, finalement, ne semble pas être influencé selon que le territoire ait produit un SCOT ou un PLUI, ou selon la taille du territoire, ou encore selon le type de structure porteuse du document d'urbanisme. On a également pu constater que peu de territoires ont dédié spécifiquement une partie de leur enveloppe au sujet de la biodiversité, et que parmi les 6 territoires ayant spécifiquement alloué un volume financier à cette thématique, il s'agissait pour la majorité d'entre eux d'un budget de 50 000 euros en moyenne.
Enfin, pour les territoires ayant bénéficié d'un financement spécifique, donc seulement 32% de notre panel, il s'agissait principalement de financement leader, de financement de diagnostic budgétisé par l'agence de l'eau ou le conseil départemental ou encore d'appel à projets spécifiques. En synthèse, on constate effectivement qu'il y a un manque de moyens financiers pour vraiment pouvoir travailler le sujet suffisamment finement. On continue sur les résultats, cette fois-ci en termes de déclinaison de la trame verte et bleue. On a cette fois analysé l'échelle qui était abordée, les méthodes utilisées, les différentes trames et on a pu constater qu'un certain nombre de sujets particuliers ressortaient des entretiens et de l'enquête globalement. En termes d'échelle, on observe des échelles très variables allant du 5 millième au 50 millième, mais il y a tout de même une échelle particulière qui ressort qui est celle du 25 millième. En termes de méthodes exploitées, on observe que l'outil le plus utilisé pour réaliser la modélisation de la trame verte et bleue est l'analyse paysagère. Et finalement, on constate que les résultats qui vous ont été présentés au-dessus corroborent effectivement que le constat que l'approche espèce est peu exploitée dans l'élaboration des documents d'urbanisme. On observe en termes de trame que le sujet trame verte et bleue est aujourd'hui bien approprié, même si des niveaux de précision sont variables selon les méthodes qui sont utilisées. On observe aussi de façon assez généralisée qu'une précision plus spécifique est apportée au niveau de la trame bleue et qu'il y a tout de même des trames qui restent à démocratiser, comme la trame noire qui aujourd'hui sur le panel enquêté pour cette étude n'a concerné que 24% des territoires. On constate enfin que des sujets restent encore à généraliser malgré les attentes réglementaires qui y sont associées, comme par exemple la question de la fragmentation ou celle de la restauration des continuités. En synthèse, on peut observer du coup un manque de maîtrise du sujet par les services qui sont en charge de l'élaboration des documents d'urbanisme. On observe aussi qu'une approche paysagère est plutôt privilégiée dans les méthodes au détriment d'une approche espèce et qu'il y a encore un certain nombre de trames qui restent à démocratiser comme des sujets qui restent à développer, toujours sur ces questions de continuité écologique. Cette fois sur le volet espèces. On observe en fait qu'il y a entre les enquêtes et les analyses documentaires qui ont pu être faites des retours dissonants. En effet, même si on a observé au-dessus que les données espèces étaient peu exploitées, on observe que 64% des territoires interrogés ont déclaré avoir traité le volet espèces dans l'état initial de l'environnement, que cela a pris des formes de type analyse des zonages réglementaires ou encore des inventaires de terrain très partiels. Dans le même temps, on observe qu'aucun porteur de documents d'urbanisme a traité le volet espèces à l'aide d'inventaires de terrain de type 4 saisons et que très peu de zones blanches ont été identifiées lors de ce travail d'inventaire. Le retour également de l'enquête a pu synthétiser que l'avis des porteurs de projets était que finalement les inventaires exhaustifs n'étaient pas adaptés à un travail de construction de documents d'urbanisme pour différentes raisons. Tout d'abord, un manque de temps, un manque de moyens techniques, un manque de moyens financiers et globalement un sentiment que le territoire, notamment le territoire d'un SCOT, est trop vaste pour ce type d'exercice où il y aurait trop de données à traiter. Donc, en synthèse, en fait, les acteurs considèrent que l'échelle du SCOT n'est pas forcément pertinente pour effectuer des inventaires naturalistes et que cela relèverait plutôt de l'échelle du PLU. Donc, en synthèse, effectivement, on observe que l'échelle du SCOT est considérée comme inadaptée à l'exercice vraiment d'inventaire et d'approche espèce et que l'exercice finalement est mal cerné par les acteurs de la planification. En ce qui concerne maintenant la séquence ERC, nous allons tout d'abord nous concentrer sur l'exercice d'évaluation environnementale. En fait, on observe que l'enquête révèle une absence de maîtrise de l'exercice d'évaluation environnementale, car il y a retour dissonant entre le retour des personnes enquêtées et l'analyse des documents du rapport de présentation.
En effet, l'analyse documentaire des évaluations environnementales elles-mêmes et des avis de la MRAE démontre une absence de prise en compte du sujet biodiversité dans les scénarios et dans la justification des choix d'aménagement, alors que dans les retours d'enquête, on a 80% des acteurs interrogés qui considèrent avoir intégré ces enjeux dans leur choix d'aménagement. Si on regarde cette fois au niveau de la séquence ERC en elle-même, en synthèse, on a la démonstration que c'est une séquence qui est mal maîtrisée et donc mal appliquée. En effet, on observe un déclin au fur et à mesure de la mise en œuvre des étapes de la séquence, avec 64% des acteurs qui considèrent avoir préconisé des mesures d'évitement, plus que 60% qui préconisent des mesures de réduction, et on arrive à 37% qui considèrent avoir traité le sujet de la compensation. Dans les faits, on observe des mesures ERC qui sont clairement affichées en introduction de la démarche d'évaluation environnementale, mais la logique et la stricte hiérarchie de cette séquence ne se retrouvent pas tout au long du document. Le plus souvent, les mesures ne sont pas différenciées entre les mesures E, R et C. Quant au C, il est la plupart du temps pas proposé, et s'il l'est, il concerne la plupart du temps la trame bleue et plus spécifiquement les zones humides en application d'usage. Un petit focus plus précis sur les mesures E, R et C. On observe ici en fait une logique d'évitement qui n'est pas valorisée, avec la plupart du temps l'abandon des projets qui n'est pas présenté dans le rapport de présentation. Une logique de réduction qui n'est pas maîtrisée, puisqu'on se retrouve avec des mesures qui, dans certains cas, sont présentées en évitement, et ce même type de mesure qui est présenté en réduction dans un autre document de SCOT. Donc il y a un réel problème de sémantique et de définition, et une démarche de compensation qui n'est pas développée. À la lecture détaillée des mesures, on note au niveau de l'évitement que les SCOT ne présentent quasiment jamais les projets qui ont été abandonnés, que les mesures d'évitement et de réduction sont difficiles à différencier pour les territoires. Et en termes de compensation, on observe une incompréhension du sujet avec une mise en avant de projets de restauration de corridors non associés à l'impact d'un projet de développement, de nombreux territoires qui présentent l'approche compensation uniquement sur le sujet zone humide, donc un rappel à la réglementation, et certains territoires qui considèrent qu'ils ne sont pas concernés par la démarche de compensation à l'échelle de la planification. En conclusion, on peut observer finalement des mesures imprécises, des mesures qui ne sont mal classées ou mal identifiées, et des mesures de compensation qui n'en sont pas. En conclusion et perspective, en ce qui concerne les hypothèses de départ, donc on a pu effectivement, l'exercice d'enquête et d'analyse a pu nous permettre de répondre à l'ensemble des hypothèses qui ont été toutes confirmées. Donc je ne vais pas toutes les relister, mais vous les avez en lecture. Et donc on a pu effectivement corroborer l'ensemble des hypothèses qu'on présentait au départ de l'exercice. Et on a pu également avoir des éléments de constat complémentaires, notamment une difficulté de traitement du sujet par une majorité des territoires, avec 64%. Des collectivités qui ont des situations très variables en termes de compétences internes et d'outils à disposition, ce qui soulève effectivement un besoin finalement d'accompagnement qui ne peut pas être forcément facilement généralisable. Une méconnaissance globale du sujet de la biodiversité au niveau des élus, mais aussi au niveau des services en charge de l'élaboration des documents d'urbanisme. Et plus globalement, un besoin d'accompagnement généralisé à tous les états d'avancement. On a effectivement 96% des acteurs interrogés qui confirment le besoin d'un accompagnement spécifique, avec 54% qui souhaitent un accompagnement sur la durée, contre 38% qui le verraient plutôt de façon ponctuelle. Et on a également une séquence ERC qui n'est non maîtrisée par les collectivités en charge de la planification territoriale. En conclusion et pour information, les suites à donner donc pour 2021-2022, donc il y a effectivement un maintien du comité de suivi dans son format actuel pour cette année, avec voilà, un rythme de réunion qui n'est pas forcément très intense, mais l'idée c'est vraiment de suivre l'avancée des travaux.
et dans l'ensemble des pistes qu'on a pu identifier, une concentration pour 2021-2022 sur un groupe de travail qui va s'interroger et essayer de définir le niveau d'exemplarité maximum qu'on pourrait attendre d'un document d'urbanisme, que ce soit SCOT, PLUI ou PLU, pour chaque partie du document, quel est le niveau d'exemplarité qu'on pourrait attendre dans l'idéal pour un SCOT ou un PLUI qui intègre correctement la biodiversité. Tout ça pour réussir à aider à la construction d'un cahier des charges type. Je vous remercie pour votre attention et nous restons, Pierre Biozen et moi-même, à votre disposition pour toute question sur le sujet.